Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode que je filme alors que la météo est pluvieuse, donc c'est une météo parfaite pour parler à une caméra. Aujourd'hui, on va parler respiration. Respiration. Pourquoi c'est important? Alors déjà, la plupart des gens se disent « Pouah, ça ne me concerne pas. Je sais respirer, je le fais plusieurs milliers de fois par jour. » Sauf que, d'un point de vue concret, je dirais 9 personnes sur 10 que je vois en termes de patients a des problèmes de respiration. Pourquoi c'est important? Déjà, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, mais un être humain peut survivre peut-être 1 à 2 semaines sans nourriture. On peut survivre peut-être 3 à 5 jours sans eau. Et on peut survivre, je sais pas, 3 minutes sans oxygène. Donc, rien qu'en ayant connaissance de ces statistiques, on peut se dire logiquement, ok, la respiration, c'est clairement important. Sauf qu'encore une fois, comme on le fait tous inconsciemment et beaucoup de fois par jour, on part du principe qu'on sait le faire correctement. Alors c'est vrai que, en général, quand à la naissance, un bébé sait respirer correctement. D'ailleurs, si vous voulez tout de suite avoir une vidéo potentiellement bien plus divertissante qui va vous apprendre comment respirer, allez regarder la vidéo d'un bébé qui respire. Parce que c'est comme ça qu'on est censé respirer. Je vais y venir. Je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, on arrive dans ce monde en sachant respirer. Et le souci, c'est que avec le temps, avec notre posture, notre ergonomie, notre mode de vie sédentaire, notre stress, les traumatismes émotionnels, eh bien, notre respiration se compromet. Et une respiration compromise, ça peut mener à plein de soucis. Ça peut mener à des soucis digestifs, ballonnement, constipation, etc. Ça peut mener à des problèmes posturaux, et je vais y venir, qui peuvent mener à tension dans la nuque, dans les épaules, mal de dos. Ça peut même mener à un mal de genou, dans certains cas. Ça peut augmenter la fatigue, ça peut augmenter l'anxiété. C'était absolument mon cas à une époque. Donc ça affecte la santé mentale, la santé digestive, ça affecte la santé hormonale, ça affecte tout en fait. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a peu de gens qui expliquent vraiment, concrètement, comment ça marche, comment c'est censé marcher, et surtout quel est le rôle des techniques dont on entend de plus en plus parler, comme la cohérence cardiaque. Parce que je vais vous le dire tout de suite, il ne suffit pas de faire de la cohérence cardiaque pour réapprendre à respirer. Ça ne veut pas dire que cette technique n'a pas de valeur, mais elle a un but différent. Comme les techniques de respiration en pranayama, donc en yoga, elles ont leur rôle, mais leur rôle n'est pas d'apprendre à une personne à respirer correctement. Parce qu'à l'époque où ces choses-là étaient développées et pratiquées, même si c'est encore pratiqué aujourd'hui, à cette époque, les gens respiraient beaucoup mieux. Les gens étaient beaucoup plus en proximité avec la nature et avec leur nature. Et donc, ils savaient beaucoup mieux respirer que nous. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous avez le moindre problème dans les catégories que j'ai listées, hormonal, digestif, fatigue, anxiété, digestion, posture, réapprendre à respirer correctement va vous aider. Alors oui, c'est une leçon d'humilité parce que qui a envie de se dire « Ok, aujourd'hui, je vais prendre une demi-heure sur mon temps libre pour apprendre à respirer ». Voilà, il y a peu de gens qui vont faire ça. Sachant que ça ne prend pas forcément une demi-heure, mais c'est bien d'en avoir conscience et au moins vous avez l'information, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, on va commencer par la question « Comment faut-il respirer ?» Comment? Alors, il y a plusieurs perspectives à considérer.
il y a un peu 3 piliers de la respiration. Il y a la mécanique respiratoire, il y a l'état que ça induit, et il y a la physiologie respiratoire. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ça tranquillement, ça ne va pas être très compliqué. Donc mécanique respiratoire, c'est là que regarder un bébé respirer, ça peut aider. Concrètement, le principal muscle qui initie l'inspiration est censé être le diaphragme, le principal. Quand le diaphragme se contracte, le diaphragme, c'est un muscle qui a la forme d'un dôme qui est situé sous les poumons. Quand il se contracte, c'est comme si le dôme s'affaissait, donc ça s'aplatit, ça va tirer les poumons vers le bas, donc créer une pression négative dans les poumons, ce qui fait rentrer l'air. Quand ce diaphragme se contracte et donc s'aplatit, ça pousse les organes vers l'avant. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais en supposant que les muscles du périnée fonctionnent, mais on va dire qu'ils fonctionnent. Ça va donc pousser les organes dans le ventre, sur les côtés, et c'est ça qui fait que le ventre gonfle, comme un bébé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on veut tous avoir le ventre plat, on a tendance à rentrer le ventre, ce qui bloque notre capacité respiratoire. C'est pas bon. Donc, quand on inspire en utilisant principalement le diaphragme, ça va masser les organes. Donc c'est important, ça contribue à la circulation sanguine, à l'évacuation des déchets par la lymphe. Ça permet d'éviter les adhésions. Et donc ça permet de mobiliser aussi, en particulier les 4 côtes inférieures, donc de T9 à T12, pour avoir une expansion de la cage thoracique et donc juste avoir une respiration complète. Donc tout ça pour dire, le diaphragme, c'est le muscle principal de l'inspiration. L'expiration, quand on est dans un contexte calme, c'est simplement l'élasticité des poumons qui va faire que l'air se vide. Néanmoins, je peux accentuer l'expiration avec les muscles de la paroi abdominale. C'est si simplement vous faites vous cherchez à expirer d'un seul coup, vous allez sentir vos abdominaux se contracter. Donc, pour faire simple, quand on prend une inspiration, la majorité du mouvement devra se faire au niveau du ventre. Si je prends une inspiration et immédiatement j'ai la poitrine qui se gonfle et les épaules qui se lèvent, c'est que là, il y a un souci et il faut potentiellement rééduquer. Ces muscles, on appelle ça des muscles respiratoires secondaires. C'est-à-dire qu'ils sont censés s'activer uniquement quand on prend une grande inspiration. C'est-à-dire que si je prenais une grande inspiration, les premiers 2 tiers de l'inspiration devraient venir du diaphragme et donc gonfler le ventre. Et le dernier tiers devrait venir de la poitrine et des épaules. Et pas l'inverse. Et quand on expire, après une grande inspiration, c'est l'inverse. C'est d'abord la poitrine et les épaules qui descendent, et ensuite le ventre qui rentre. Donc ça, c'est plus pour quel muscle utiliser. Ça peut se rééduquer. Une façon très simple de le rééduquer, si vous remarquez que vous avez du mal à respirer avec le diaphragme, et que vous avez tendance à utiliser la poitrine, les épaules, c'est de vous mettre sur le dos. Vous pouvez plier les genoux, peu importe, tant que vous êtes à l'aise. Et vous vous mettez, par exemple, un paquet de riz sur le ventre, ou un paquet de pâtes, à peu près 1 kg sur le ventre. Et vous essayez de faire monter ce paquet de riz en inspirant, et vous le laissez descendre en expirant. Et en fait, le poids du paquet de riz, ça va réentraîner les muscles à s'activer correctement. Et ça va vous donner un petit peu ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire un retour, pour vous dire « Ah, là je respire correctement ». Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si quand vous inspirez, vous rentrez le ventre, et quand vous expirez, vous sortez le ventre,
C'est ce qu'on appelle un schéma respiratoire inversé. C'est très courant et c'est très pas bon. Et il faut le rééduquer en faisant ce type d'exercice. Et vous pouvez le faire pendant 2 minutes, vous pouvez le faire pendant 10 minutes, mais réapprendre ça tranquillement. Ensuite, la majorité du temps, on n'est pas censé prendre de grandes inspirations. On n'est pas censé prendre de grandes inspirations. La majorité du temps, on doit respirer donc plus ou moins dans le ventre, comme je disais. On doit respirer calmement et par le nez. D'accord? Le nez est conçu pour respirer, la bouche est conçue pour manger, pas l'inverse. Ok? En gros, quand j'inspire, l'air il va finir dans la trachée, puis dans les poumons, puis arriver dans le sang. Et idéalement, ce qu'on veut, c'est que l'oxygène qui est dans le sang aille dans les cellules. C'est le but. Avant que l'air atteigne la trachée, soit il passe par la bouche, soit il passe par les sinus, si on respire par le nez. Les sinus, ils sont là pour une bonne raison. Ils sont là pour filtrer l'air. C'est une des premières parties de notre système immunitaire. Ça permet de générer du monoxyde d'azote ou de l'oxyde nitrique, qui est un gaz, ça paraît dangereux, mais c'est hyper important. Ça permet de détendre le système nerveux. Ça permet de faire plein de choses. Donc, globalement, je vous le dis tout de suite, pour que vous ayez l'idée en tête, si vous deviez juste retenir ça, c'est la respiration idéale, elle est par le nez, elle est calme ou lente, et se fait principalement avec le diaphragme, donc dans le ventre. Voilà. Si vous respirez comme ça la majorité du temps, vous êtes bien. Et je vais venir après sur quel est le rôle des techniques respiratoires. Une chose à savoir, c'est que la majorité des gens respirent trop ou respirent trop vite. C'est-à-dire que si on comptait le nombre de respirations par minute, ça serait trop élevé. Certaines personnes disent qu'il faudra avoir entre 6 et 12 respirations par minute. Donc si on prend 12 respirations par minute, c'est-à-dire qu'une respiration, donc inspirer, expirer, ça prend 5 secondes. Si on respire plus souvent que ça, c'est qu'on respire potentiellement trop. Quand on respire trop, là je vais aller un petit peu dans la physiologie pour que vous compreniez. Si on respire trop, par définition, on expire trop aussi. Si je respire trop souvent, j'inspire trop souvent et j'expire trop souvent. Comme vous le savez sûrement, quand on expire du dioxyde de carbone, le CO2. Le problème est que le dioxyde de carbone est important. Il a son rôle à jouer. Ce n'est pas juste un déchet, comme certains d'entre vous ont peut-être dû l'apprendre. Le dioxyde de carbone, il est essentiel pour aider les globules rouges à libérer leur oxygène, ils sont dans le sang, pour qu'il aille dans les cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr, B-O-H-R. Donc vous pouvez regarder ça si vous voulez sur Internet. Mais pour faire très simple, si on regarde le trajet de l'oxygène quand on respire, ça va du nez, idéalement, par la trachée jusqu'au poumon. Ensuite, ça va des poumons au sang, ça va dans la circulation sanguine. Et ce qu'on veut, c'est qu'ensuite, ça ne reste pas dans le sang, mais ça finisse dans les cellules. Parce que c'est les cellules qui ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. En d'autres termes, si je n'ai pas un bon apport en oxygène, même si j'ai une alimentation parfaite, je ne vais pas pouvoir transformer ces aliments en énergie. Point important. Point important. Pour que cette dernière étape se fasse bien, c'est-à-dire l'étape où l'oxygène se libère des globules rouges du sang pour aller dans les cellules, il faut qu'il y ait une quantité de dioxyde de carbone suffisante. Et cette quantité de dioxyde de carbone s'avère être insuffisante quand on respire trop vite. Donc c'est pour ça que la respiration idéale, c'est pas de prendre de grandes inspirations, c'est pas de respirer forcément très vite, c'est de respirer calmement et le plus lentement possible sans tomber dans les pommes, mais ça peut s'entraîner, ça peut se rééduquer.
C'est des techniques qui sont un peu plus avancées, mais de manière générale, on ne veut pas respirer trop vite, on ne veut pas respirer dans la poitrine et on ne veut pas respirer dans la bouche. C'est tout ça pour dire ça. Et donc le dioxyde de carbone a son rôle. En général, plus on a de dioxyde de carbone dans le corps, règle générale, plus on peut tolérer un haut niveau de dioxyde de carbone parce qu'on a appris à respirer lentement, plus on va avoir une production d'énergie efficace au niveau cellulaire, moins on va avoir d'anxiété et moins on va être stressé en général. Donc ces choses-là sont liées. Un autre aspect qui est important, c'est que quand je respire lentement, j'encourage mon corps à rester dans le mode parasympathique du système nerveux. Le mode parasympathique, c'est celui qui est propice à la détente, à la relaxation, à la digestion et, on pourrait dire, à la réjuvénation. C'est l'état dans lequel le corps devrait passer une grande partie de son temps pour se régénérer. Aujourd'hui, malheureusement, pour tout un tas de raisons, on est à l'inverse, on passe la majorité de notre temps dans l'état du système nerveux qu'on appelle l'état sympathique. Et même si son nom a l'air sympa, et bien qu'il ait un rôle à jouer, le système nerveux sympathique, son rôle, c'est d'assurer notre survie et de nous défendre face à une menace. Sauf qu'aujourd'hui, il est activé en permanence, même en l'absence de menace réelle. Il me semble que j'en ai parlé dans mes vidéos passées, notamment sur l'anxiété, notamment sur le stress. Donc la respiration est intimement liée avec l'état de notre système nerveux. C'est intimement lié donc avec notre physiologie cellulaire pour la production d'énergie. C'est intimement lié avec la mécanique respiratoire pour masser les organes, encourager l'apport de sang frais aux organes, le renvoi de sang pauvre en oxygène par les veines, l'évacuation des déchets cellulaires par la lymphe. Ça permet d'éviter les adhésions, donc ça permet vraiment de maintenir la santé au niveau abdominal. Et ça permet aussi d'entretenir le tonus de la paroi abdominale. Tandis que si je respire par la poitrine, je n'ai pas cet entraînement qui va renforcer et surtout tonifier la paroi abdominale. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'il faut respirer. Quelle est la relation entre la posture et la respiration, surtout à long terme? Alors, c'est pas forcément un sujet sexy, la posture, j'en suis conscient, bien qu'une belle posture, c'est beaucoup plus sexy qu'une mauvaise posture. Pour les hommes, par exemple, si on est voûté, ça nous fait un buste moins imposant, moins musclé. Pour les femmes, ça fait tomber les seins, si on a le dos voûté. Donc personne n'aime ça, hein, ni les hommes, ni les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mauvaise posture peut entraîner une mauvaise respiration, parce qu'une mauvaise posture entraîne ou compromet la mécanique respiratoire que je décrivais avant, et une mauvaise respiration entraîne une mauvaise posture. En d'autres termes, ça peut créer un cercle vicieux. Donc par exemple, si je n'arrive pas à respirer par le nez, ce qui était mon cas pendant très longtemps parce que j'avais toujours le nez bouché. Alors on me disait, c'est parce que tu as une déviation du septum, tu as les parois nasales, Non. La vraie réponse, et je pense que c'est le cas pour la majorité des gens, c'est pas une carence en chirurgie des sinus ou quoi. La majorité des gens, c'est juste qu'ils ont de l'inflammation intestinale au niveau de l'appareil digestif, inflammation qui déclenche une réaction immunitaire. Quand il y a une réaction immunitaire, ça encourage la sécrétion de mucus, notamment dans les sinus, les parois nasales, et le mucus, il nous bouche le nez. Et magie, le jour, ça s'est pas fait en un jour, hein, mais le jour où ma digestion allait mieux, je pouvais beaucoup mieux respirer par le nez. Et aussi, plus je respirais par le nez, plus c'était facile. Mais donc, il est possible que une des raisons pour lesquelles on peut ne pas pouvoir respirer par le nez, c'est parce qu'il y a de l'inflammation intestinale. Pareil, au moins 8 personnes sur 10 ont ça. Et du coup, le corps, comme la respiration, comme je disais au début, est très importante, il va chercher un moyen
d'optimiser notre apport en oxygène. Et pour ça, il va avoir tendance à migrer la tête en avant pour agrandir le trou, en gros, pour agrandir le trou par lequel l'air passe, pour qu'on puisse respirer suffisamment par la bouche. En d'autres termes, le corps va ajuster notre posture pour qu'on puisse respirer suffisamment. Et en général, donc ça encourage la tête en avant. Et quand on a la tête en avant, ça peut mener à plein de complications. Comme je le disais au début, ça peut mener à des tensions dans la nuque, bien évidemment, tensions dans les épaules, ça peut mener à des blessures, des tendinites à l'épaule, ça peut mener à un mal de dos, ça peut altérer la biomécanique du bassin et donc mener à un mal de genou, ça peut mener à tout un tas de problèmes, juste parce que la tête est en avant. Et un autre facteur, c'est que il y a deux muscles en particulier qui s'attachent directement au diaphragme, par en dessous. Il y a le psoas, donc un des fléchisseurs des hanches, et il y a le carré des lombes. Dans certains cas, c'est des choses qu'on peut pas forcément deviner à vue d'œil, mais c'est des choses que je mesure avec mes patients, mais dans certains cas, ces muscles sont très raides. Et quand ils sont raides, ils empêchent le diaphragme de revenir à sa position de départ. Et donc ça compromet la mécanique respiratoire au niveau du diaphragme. Même chose, enfin même concept, beaucoup de gens ont ce qu'on appelle une syphose excessive thoracique, c'est-à-dire que ils ont le dos rond, tout simplement. Et le dos, il est coincé dans cette position. Donc c'est un dos en forme de C, de la lettre C. Et quand on a, vous pouvez faire l'exercice si vous voulez, si vous exagérez le dos rond, essayez de prendre une inspiration, vous allez voir que c'est très difficile. Donc, je vous ai donné quelques exemples, mais une mauvaise respiration peut mener à la tête en avant, qui peut encourager tout un tas de choses derrière. Et la raideur de certains muscles, comme le psoas ou le carré des lombes. Le psoas, donc, il est sur le devant, il s'attache en haut de la cuisse jusqu'aux vertèbres lombaires. Le carré des lombes, il est derrière, il est juste devant les reins. C'est un muscle assez profond. Donc si ces muscles sont raides, ça peut compromettre la fonction du diaphragme et donc la mécanique respiratoire. Si notre cage thoracique, elle est coincée en mode dos rond, alors on peut aussi compromettre la mécanique respiratoire. Et donc ça peut mener à tout un tas de problèmes qu'on peut corriger simplement. Mais vous pouvez voir que si on respire comme ça, et si on a une posture comme ça pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, au bout de 30 ans, on finit potentiellement sur le billard, sous le scalpel du chirurgien, et on comprend pas pourquoi. Et la plupart de ces choses-là sont assez faciles à rééduquer. Il suffit de le faire, en fait. Donc, l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure pour réapprendre à respirer avec le diaphragme est utile. Améliorer la digestion, la santé digestive, et donc réduire l'inflammation pour déboucher le nez, ça va être utile. Ça tombe bien, j'ai une vidéo sur le sujet. Juste apprendre à respirer par le nez, ça va être utile. Et ensuite, mobiliser la cage thoracique avec, par exemple, une Swiss ball, enfin on appelle ça, je ne sais pas, les ballons de yoga, une Swiss ball ou potentiellement les rouleaux de massage, j'en ai un derrière moi pour ceux qui regardent la vidéo, et étirer les muscles potentiellement raides. Tout ça, ça peut aider à rétablir une bonne mécanique respiratoire, une bonne posture, et donc avoir tous les bienfaits d'une respiration correcte. Si il y a suffisamment de demandes, je pourrais prendre le temps de filmer une vidéo qui montre certains de ces exercices pour que vous puissiez les faire tranquillement à la maison. Donc celui pour la respiration très simple, je vous dis sur le dos, un paquet de riz sur le ventre, respirez comme ça, réentraînez-vous. Mais si vous voulez des exercices plus pour se déboucher le nez, améliorer la posture, pour améliorer la mécanique respiratoire, faites-le moi savoir. Je fais ça pour vous, pas pour moi. Voilà. Donc, comment faut-il respirer? Vous avez une bonne idée. Quel est le lien entre la posture et la respiration et donc tous les problèmes associés avec une mauvaise posture? Vous savez à peu près. Et donc maintenant, quelle est la place vraiment des techniques respiratoires comme la cohérence cardiaque, comme les techniques de pranayama, etc.
ou Wim Hof, qui est très populaire notamment aux États-Unis. L'intérêt de ces techniques, je vais le répéter, n'est pas de rééduquer notre respiration pour qu'elle soit saine, si vous voulez. C'est-à-dire que ces techniques ne remplacent pas une bonne respiration pendant presque 24 heures. Ces techniques sont des outils pour changer notre état à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends l'exemple de la cohérence cardiaque, alors il y a plusieurs versions, mais une version très très simple, c'est j'inspire lentement pendant 5 secondes et j'expire lentement pendant 5 secondes. Donc c'est 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer, et je continue pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Alors la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est que ce rythme respiratoire, cette cadence, donc ça fait 6 respirations par minute, a tendance à réharmoniser les oscillateurs biologiques. J'ai parlé des oscillateurs biologiques dans ma vidéo précédente sur les bienfaits du tai chi, du qigong. Si vous êtes curieux et vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie là-bas. Donc déjà, ça a ce bienfait-là. Ça va réharmoniser donc les oscillateurs biologiques, donc la tête, le cœur et les intestins, pour qu'ils fonctionnent de manière harmonieuse. Mais la deuxième chose que ça fait qui est très importante, et c'est pour ça que beaucoup de gens le mettent en pratique, c'est que ça encourage la transition vers l'état du système nerveux parasympathique. Donc ça encourage la détente, ça encourage la digestion, ça encourage la récupération. Une fois de plus, c'est quelque chose qui se fait à court terme. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps stressé pour X ou Y raison, c'est pas en faisant 3 minutes de cohérence cardiaque que vous allez plus finir stressé. Par contre, là où ce type d'exercice peut être utile, et c'est là où je le recommanderais par exemple à un patient, c'est si cette personne a tendance à être stressée, si cette personne a aussi des problèmes digestifs, je dirais avant de manger, je te recommande de faire 3, 4, 5 minutes de cohérence cardiaque pour que tu sois au moins pendant quelques temps dans l'état nerveux parasympathique et donc que tu sois dans un état propice à la digestion. Plutôt que d'être speed, de manger rapidement et donc de ne pas bien digérer ce que tu manges. Et donc de continuer tous tes problèmes, de perpétuer tes symptômes, etc. etc. Donc c'est l'intérêt principal à mes yeux de la cohérence cardiaque, c'est de l'utiliser comme un outil pour faciliter la transition vers l'état du système nerveux qu'on appelle l'état parasympathique qui est propice à la digestion, au calme, etc. Ça peut aider aussi à dormir si on a tendance à stresser. Il y a d'autres techniques respiratoires, par exemple, on peut faire, comment ça s'appelle, le 4, 7, 8. Si je me souviens bien, c'est j'inspire pendant 4 secondes, j'expire pendant 7 secondes et je fais une pause pendant 8 secondes. Donc j'inspire pendant 4 secondes, j'expire doucement pendant 7, je fais une pause pendant 8. Il y en a plein des techniques comme ça, mais il ne faut pas se perdre dans la technique, il faut comprendre ce qui se passe derrière. De manière générale, plus j'expire lentement, plus ça calme. En gros, l'inspiration, c'est la pédale d'accélérateur, l'expiration, c'est le frein. Donc plus j'inspire, plus je me stimule, plus j'expire, plus je calme. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres techniques respiratoires qui font de l'hyperventilation, un peu comme ça. Il y a beaucoup d'inspiration et on expire quasiment tout le dioxyde de carbone. Là, ça a un effet extrêmement stimulant. C'est pas quelque chose que je recommande pour la majorité des gens, tout simplement parce que ça va encourager le système nerveux sympathique et la plupart des gens sont déjà trop dans cet état-là. Néanmoins, ça peut avoir son application dans certains cas. Mais voilà, c'est à utiliser avec précaution, à prendre avec des pincettes. Les gens qui enseignent ces techniques-là, souvent, ils sont fans, c'est pour ça qu'ils enseignent. Il y a beaucoup de techniques que j'aime bien, mais c'est des outils. Et de la même façon qu'un marteau n'est pas adapté pour peindre un mur, une technique comme la respiration de Wim Hof, par exemple, celle que je viens de vous montrer, en inspirant par la bouche très rapidement,
n'est pas adapté pour tout le monde. Si quelqu'un est stressé, si quelqu'un a besoin de se détendre, si quelqu'un a des problèmes de digestion, on va faire autre chose. Et plutôt quelque chose de très calme, de très lent et d'harmonisant pour le corps. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. J'ai l'impression que j'étais un peu moins structuré, notamment en début d'épisode. Si vous l'avez remarqué, si ça vous a dérangé, je m'en excuse. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, si mon élocution n'était pas claire, ou si juste vous avez des questions. Comme d'habitude, je suis preneur de suggestions et il est possible que je sélectionne les meilleures questions pour faire un épisode questions-réponses à un moment donné. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser des questions. Ça vous coûte le même prix. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Dans tous les cas, merci. Merci pour votre attention, merci pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.